Maxime Picat, merci d'être venu, parce que c'est pas souvent qu'un directeur général d'une marque s'exprime sur le VO. J'ai pas eu trop de mal à vous convaincre, parce que Carlos Tavares quand même a lancé un pavé dans la mare, donc il a dit que le VO c'était une ambition du groupe PSA, donc ça nécessite des explications, puisque c'était quand même un peu inattendu et pas habituel. Mais peut-être qu'avant, je profite de vous avoir sous la main, le Brexit, est-ce que c'est grave pour Peugeot ? C'est une question d'actualité, tout le monde se la pose. C'est impactant pour l'ensemble de l'industrie automobile, des degrés divers entre ceux dont on peut se dire qu'ils vont être mieux protégés parce qu'ils ont de la production locale, mais à l'inverse, ils ont plus de mal à l'exporter. Donc on a des risques croisés, différents pour tous les constructeurs. Et non, Peugeot, PSA n'est pas beaucoup plus exposé qu'un autre. Donc il y a eu un certain nombre de notes d'analystes qui a dit le contraire, d'où l'action Peugeot qui a peut-être plus plongé que d'autres. Mais aujourd'hui, pour nous, on a vraiment une longue expérience des marchés où les devises partent dans tous les sens, en particulier l'Argentine, pour en citer qu'un exemple. Donc on va traiter le UK comme on a l'habitude de traiter les autres marchés, avec beaucoup de réactivité, et nos équipes sont déjà à la manœuvre. Bon. Une autre petite question d'actualité, on est à la fin d'un semestre, les résultats commerciaux n'ont pas été publiés. Il y a quand même eu, sur les 5 premiers mois, une baisse des volumes en Chine. C'est important pour vous. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous finirez quand même l'année sur votre objectif de croissance en VN ? Avec le retard qu'on a pris, si à la fin de l'année, en Chine, on réussit à maintenir nos volumes, ça sera déjà une bonne nouvelle. On a effectivement, après, je vais dire 3 années où Peugeot avait la plus forte croissance de toutes les marques en Chine confondues, on va dire une petite crise de croissance où notre réseau a eu une croissance un peu rapide, et en particulier les conditions d'accès au crédit, au financement liées à la situation macroéconomique de la Chine se sont tendues. Et le parc sur lequel nos concessionnaires vivent est encore faible, puisque nos concessions, elles sont jeunes. Les 2 tiers d'entre elles ont moins de 3 ans. Donc on a une petite crise de croissance. Donc on est en train de travailler avec notre réseau pour le remettre d'aplomb. Et donc entre le retour d'une meilleure fortune de notre réseau et le fait qu'on a des lancements très attractifs qui vont arriver au 2e semestre, le but c'est de relancer la dynamique d'ici la fin de l'année. Et l'Europe vous porte ? Donc l'Europe nous porte, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année est différente, et des régions qui nous mettaient dans le rouge certaines années sont celles qui nous mettent dans le vert. Donc le cru 2016, c'est une Amérique latine en pleine forme et une Europe en pleine forme, alors que les marchés d'Amérique latine ne sont pas très bons, mais nos équipes font du super boulot là-bas. Très bien, donc venons-en au VO. Donc pour démarrer, une première question générale. Quelle est aujourd'hui la place du véhicule d'occasion dans la marque Peugeot ? Je pense que c'est vraiment une place qui monte en puissance. On a eu certainement par le passé, dans un marché qui était plus stable, plus captif, pris l'habitude d'être une marque qui vendait du VN. Et donc avec insuffisamment d'importance accordée, mais c'est vrai pour le VO, c'est vrai pour les pièces, c'est vrai pour beaucoup d'autres activités. Le monde change, il y a beaucoup d'acteurs supplémentaires, de désintermédiation, et donc ça fait déjà quelques années qu'on a commencé à remettre sur le devant de la scène un certain nombre d'activités, dont le VO. Alors pourquoi le VO ? Déjà, il y a un certain nombre d'éléments assez simples qu'on a tous à l'esprit, mais qu'on a tendance à oublier. Le marché du VO, c'est 3 fois le marché du VN, donc il se passe des choses et il faut s'y intéresser. Avec un âge moyen des acheteurs qui est plutôt autour de 50 ans, le VO, c'est souvent la première porte d'entrée, de contact avec des clients futurs que l'on conservera, qui peut-être on vendra des véhicules neufs un jour et qu'on voudra fidéliser et conserver. Et donc, c'est pas du tout anecdotique. Ça veut dire que notre capacité à être fort sur le VO et avoir des offres sous nos labels est vraiment un point d'ancrage important qui doit nous permettre de progresser. Donc c'est un premier objectif, c'est vendre du VN. Le VO pour vendre du VN. De toute façon, le VO pour vendre du VN, parce qu'effectivement, ça permet de faire nos cycles courts, mais d'une manière générale, vendre un VO à un jeune couple qui a pour l'instant les moyens de s'acheter qu'un VO et lui vendre un bon véhicule Peugeot d'occasion sous un label, c'est aussi le moyen un jour, plus tard, que ce même couple achète, parce qu'ils auront plus de moyens, un VN.
Non, non, on verra, ça dépend de chacun. Mais avec 5 ans de moyenne d'âge, ça dépend ce que vous voulez dire par vieux, mais je vais m'arrêter sur ce terrain glissant. Et puis il y a un troisième axe aussi, hein, c'est vraiment de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est de plus en plus focalisé sur les valeurs résiduelles de nos véhicules, sur le pricing de nos véhicules neufs, sur ce qui se passe assez vite dans le pricing de véhicules d'occasion à 12 mois, et puis bien sûr ce qui se passe ensuite à 36 mois. Tout ça est un cycle qui est complètement continu et lié, et donc notre capacité à faire le bon pricing à chaque étage est capitale. On peut s'amuser à atteindre ce que nous sommes en train de faire, nos objectifs en matière de pricing VN. Si derrière, vous n'avez pas les valeurs résiduelles, si derrière, le pricing de vos VO n'est pas monitoré, à un moment, l'élastique casse et tout s'effondre. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a bien saisi. Et donc notre capacité d'être efficace à chaque étage et à vérifier la valeur de modèle à chaque étage est absolument fondamentale. Et ça, vous voyez bien que ça touche tout notre business, et notre business à B2B en particulier, via les valeurs résiduelles. La maîtrise des valeurs résiduelles ne nécessite pas forcément que vous, en tant que constructeur, vous impliquiez dans le VO. Non, mais encore une fois, déjà il faut qu'on le monitore, et puis on est des acteurs. Je veux dire, si on s'amuse à un moment donné à déséquilibrer le marché parce qu'on pousse le LCD à plus savoir qu'en faire, à un moment donné, nous déséquilibrons le marché. Donc c'est pas la question de s'en occuper ou pas de s'en occuper, c'est qu'on est un acteur influent et que donc il faut qu'on vérifie à tout moment que ces affaires sont réglées. Si à un moment donné, on voit qu'il y a une tension, pas macroscopiquement, mais sur un modèle donné, sur une énergie donnée, c'est bien à un moment donné, nous qui avons injecté sur des cycles courts, par exemple les locations courte durée, les véhicules, et donc notre capacité de bien monitorer nos plans de flotte pour être sûr qu'au final, ce qui va arriver sur le marché du VO sera équilibré, c'est essentiel. Donc on est bien un acteur important. Alors vous avez déjà mis des outils en place pour monitorer notamment les retours de buyback. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Est-ce qu'on est sur des volumes qui ont une action sur le marché? Oui, c'est quelque chose qu'on monitore beaucoup mieux. Aujourd'hui, ce sont les équipes du VO chez nous qui décident ce qu'on va vendre en LCD. Donc ça, c'est un petit changement, petite révolution quand même. Hein. Depuis quand? Ça va faire, on va dire, 2 ans, 2-3 ans. Et donc, on a changé l'ordre des choses. On est bien en train de penser à ce qui impacte notre business dans l'ensemble et après remonter nos chaînes de décision pour qu'au final, encore une fois, on soit capable d'engager en location courte durée, ce qui nous permettra de maximiser la valeur des véhicules quand ils arriveront sur le marché du VO. Donc là, vraiment, c'est de la maturité, hein, simplement. Ce que je vous explique n'a pas de caractère, c'est pas extrêmement scientifique. Mais c'est bien remettre l'ordre du business, et puis c'est plus la part de marché du VN qui régit toutes nos activités et les conséquences après sont ce qu'elles sont. C'est bien notre volonté de maximiser la valeur et de bien exploiter tous les canaux qui existent, mais dans la limite de l'impact que l'on aura en aval, en particulier sur nos valeurs résiduelles. Donc vous vous positionnez comme fabricant de VN et aussi fabricant de VO finalement. C'est ça que vous nous dites. Que nous sommes, que ce soit par, encore une fois, la location courte durée, via les TT, les véhicules de service qu'on met dans le système. En fait, effectivement, on est un producteur aujourd'hui de véhicules d'occasion. Alors, on va peut-être parler 2 minutes de la Chine parce que c'est un marché sur lequel tout est à créer, hein, le marché VO. Vous le disiez, vos concessions sont récentes. Est-ce que vous avez là-bas des expériences? Est-ce que c'est un laboratoire pour reprendre le sujet à zéro? En fait, ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de regarder l'ensemble des marchés mûrir les uns après les autres et pas à la même vitesse, et de trouver la bonne fenêtre de tir où il faut commencer à se lancer fortement sur le VO au moment où le marché se structure, se réglemente, parce que parfois la réglementation peut être grise, et c'était le cas en Chine. Et donc on passe notre temps avec l'ensemble de nos pays dans le monde justement à regarder les marchés, à monitorer et à régler le moment où on est en veille, le moment où on commence à être acteur, le moment où on commence à monter en puissance nos réseaux. Le but étant de partir un peu avant, encore une fois, cette maturité des marchés. C'est le cas en Chine. Le potentiel est hallucinant. Le marché est complètement déstructuré. Et pour autant, les choses commencent à se mettre en place. Donc on a commencé à créer des premiers outils dans de joint ventures chinoises, comme des centres VO qui permettent de concrètement faire le remarketing, de commencer à avoir des échanges de véhicules d'un concessionnaire à un autre. Donc on a commencé à mettre en place un certain nombre d'outils. Pour l'instant, ça reste encore une fois des volumes assez modestes, mais
il y a un certain nombre d'éléments capitaux. Hein. Il y a 5 ans, il y avait 80% de primo-accédants. Ce chiffre ne cesse de baisser. On doit être à 60-70. Donc mécaniquement, le système va s'emballer. Et donc, je pense qu'on sera prêt à prendre notre place sur ce marché. Alors, on vous a invité donc, parce que Carlos Tavares a annoncé une série d'objectifs pour saisir des opportunités de croissance. Notamment, je cite, hein, il a annoncé la création d'une plateforme de vente en ligne de véhicules d'occasion d'ici la fin de l'année 2016 pour devenir un opérateur multimarque de vente de véhicules d'occasion dans le B2B, B2C, C2C. Donc, se faire une place sur ce marché des transactions entre particuliers, notamment, a-t-il dit, c'est pour vendre des contrats de service. Il a donné un chiffre de 800 000 ventes en 2011. On ne sait pas vraiment sur quelle zone géographique. 2021, je pense. En 2021, pardon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet ? Bon, premièrement, c'est encore une fois marquer l'importance. Le VO n'est pas accessoire, c'est une des armes principales sur lesquelles on va agir. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées, la dernière étant une des plus importantes, c'est que dans le cadre de ce plan-là, il y a bien sûr appliqué, déployé toutes les méthodologies, tous les standards de fonctionnement, tous nos retours d'expérience des marchés matures, la France, le G5, l'Europe, dans lequel on est déjà performant, l'appliquer au reste du monde. Et ça, déjà, en soi, c'est un levier de croissance majeur. Au-delà de ça, il y a effectivement le fait que ce sont des marchés sur lesquels il y a de plus en plus d'acteurs et sur lesquels les opportunités de croissance sont importantes. Donc, nous privilégions et nous axons le développement des activités qu'on a actuellement. On a de plus en plus de produits différents qu'on amène sur nos marchés. On est en train de développer et on a proposé maintenant d'avoir des offres LOA ou LLD, plus contrat de service, extension de garantie, maintenance, etc., disponibles sur nos lignes de produits premium, qui au passage nous permettent de générer du buyback sur nos primos, donc les véhicules les plus âgés. Au sein de ce plan, il y a aussi un focus fort que nous voulons sur les VO anciens, qui est, encore une fois, dans notre histoire, à nous, quelque chose qu'on a peut-être plutôt laissé de côté. Or, on voit tout l'intérêt que ça a. On a parfois certains de nos concessionnaires qui rechignent un peu à reprendre un véhicule un peu âgé, alors que ça va nous permettre donc de vendre un peu plus de VN, ça va nous permettre d'avoir des prix d'appel un peu plus bas, ça va nous permettre d'amener de nouvelles clientèles dans nos points de vente. Et puis, c'est aussi des produits sur lesquels le marché est un peu moins mûr et les marges sont importantes. On a vraiment des acteurs qui ont bien compris ça et qui réalisent des marges sur le VO ancien importantes. Le prix donne l'impression que c'est pas possible, mais en fait, c'est tout à fait possible. Donc, le VO ancien... J'ai eu des expériences, notamment. J'imagine. Qui nous ont été racontées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et puis, encore une fois, augmenter les ventes de VO, donc générer plus de VO, raison pour laquelle on a lancé en pilote en France les reprises cash par Peugeot pour, là encore, être capable de nous adresser à plus de clients, reprendre des VO et donc garnir notre parc et notre offre VO, et en même temps, directement augmenter notre nombre de leads, puisque quelqu'un qui vient faire une reprise d'offre, c'est quelqu'un, une offre de reprise VO, c'est quelqu'un à qui on est capable potentiellement d'en vendre un VN derrière. Donc on prend tous les curseurs de notre activité VO et on les pousse au maximum. Mais reprise cash, vous dites que c'est un pilote, c'est un pilote qui existe depuis un moment déjà, puisque déjà l'année dernière on en avait parlé. Est-ce que c'est pas un peu discret ? Est-ce que le plan c'est donc de mettre ça en avant Oui, discret, ça c'est une question de curseur. On veut déjà vérifier que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt satisfaisants, effectivement. On est capable de générer des VO supplémentaires et surtout les leads qu'on récupère sont particulièrement qualitatifs. Notre taux de transformation sur ce type de leads-là est nettement supérieur aux leads qu'on peut récupérer par d'autres canaux. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, quand on parle de développer, c'est souvent... vous êtes en France, vous voyez ce qu'on fait en France, on est assez performant. Si on était aussi performant qu'en France dans tous les pays du monde, on vivrait encore mieux. Donc souvent, notre déploiement reste notre capacité à transversaliser ces bonnes pratiques qu'on est capable de faire en France dans d'autres pays, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc reprise VO, ça va être surtout notre optique d'être capable de le généraliser dans d'autres pays. Mais si on comprend bien plateforme B2B, P2C et aussi C2C, c'est quand même plus inédit, c'est pas forcément. Je suis d'accord. Aujourd'hui, B2C non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, on s'interdit rien. C2C, on a un exemple qu'on a fait tourner par exemple récemment en Algérie, où les flux de VO sont extrêmement importants et où effectivement on s'est mis sur la place en disant
Peugeot vous permet d'amener des offres de services, des offres de garantie dans le cadre d'une cession particulier à particulier, ça s'appelle la griffe. Donc là encore, on a un laboratoire qui est particulièrement adapté dans lequel on peut expérimenter la chose et voir la valeur ajoutée que nous, on peut apporter sur le marché. Il est clair qu'on a cette volonté, encore une fois, de se développer. On voit bien, nous et notre réseau, qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui tournent autour du business automobile et de nous. Et donc, comme on l'a fait sur les pièces, comme on l'a fait sur un certain nombre de sujets, on ne reste pas là à regarder la bataille se passer. On devient acteur de la bataille. Et avec notre réseau, on a de bonnes chances de réussir à la gagner. On en parlera du réseau, mais les nouveaux entrants disent, pour justifier leur arrivée sur le marché, ou bien même le fait qu'ils en ont eu l'idée, que c'est un marché où il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de potentiel, puisqu'il y a beaucoup de C2C, et une volumétrie importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qu'aujourd'hui, s'il y a de la place pour des nouveaux entrants, c'est parce que, je caricature, vous n'avez pas fait le job? Mécaniquement, si des acteurs se créent, c'est qu'il y avait de la place. Donc ça peut être effectivement de l'insatisfaction, ou à un moment donné, ils n'ont pas trouvé les réponses à leurs attentes, ou alors aussi des gens qui, à un moment donné, ne veulent pas rentrer via le constructeur. Il y a des gens qui rentrent sur ce principe-là et qui privilégieront de toute façon des plateformes dans lesquelles ils diront je veux avoir la possibilité d'avoir une offre large, d'avoir toutes les marques, avoir le sentiment qu'ils seront plus en confiance par rapport à une plateforme qui soit plus neutre. Et puis il y a tout le contraire. Il y a ceux qui ne voudront rentrer que par une plateforme, un label constructeur, parce qu'ils sont rassurés. Donc je pense que ce n'est pas une question de bien fait, mal fait. Il faut comprendre que les attentes de nos clients, elles sont multiples, et que donc on trouvera toujours des acteurs qui trouveront un angle de vue un peu différent sur lequel un certain nombre de clients se retrouveront. À chaque fois, de toute façon, pour nous, c'est challenging. Ça permet de dire, ah oui, d'accord, il y avait une autre manière d'aborder le problème qu'on n'a pas imaginé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne, on ne se positionne pas. Donc nous, on regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de votre réseau? Puisque donc, le réseau, aujourd'hui, c'est quand même... c'était une chasse gardée du réseau, le VO par rapport à son constructeur. Ceux qui l'ont compris et bien orchestré y tiennent. Alors, comment ça va? Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, de manière évidente, la différence... essentiellement, j'ai fait l'analyse sur l'Europe entière. Quand on compare nos meilleurs concessionnaires, les plus performants, avec les moins performants, dans leur capacité à être rentable, dans leur profitabilité, la différence est le VO. On va trouver qu'entre nos meilleurs concessionnaires et nos moins bons concessionnaires, pareil partout, il y a un écart sur le VN, il y a un écart sur les PR, mais le plus grand écart qu'on a entre les meilleurs et les moins bons, c'est le VO. Ce qui prouve que c'est un axe de progrès. Donc ce qu'on attend de nos concessionnaires là-dessus, c'est bien sûr qu'ils le développent, qu'ils appliquent les meilleures pratiques, qu'ils comprennent bien que c'est un niveau d'importance équivalent à celui du VN, et que donc tout ce que l'on travaille avec eux pour améliorer la qualité de service vis-à-vis de nos clients VN, on doit faire la même chose vis-à-vis des clients VO. Quand je vais visiter une concession, je vais voir bien sûr le showroom, mais je vais aussi voir le parc VO, vérifier que tout est en ordre et qu'effectivement les attentes des clients sur un parc VO ne sont pas par définition plus longues que sur un showroom. Il n'y a pas de raison. Et puis après, effectivement, qu'on travaille avec eux, mais ça, ils en sont bien conscients, des nouvelles opportunités. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le développement de nos points de vente sur les VO anciens est un vrai axe de progrès. On en parle beaucoup avec eux. Xavier Duchemin l'évoque beaucoup avec le Réseau France. Et là encore, il y en a qui sont déjà en action là-dessus et dont on voit déjà les résultats. Donc, pour moi, c'est un des points de progrès dans les mois et années qui viennent. Et comment vous allez construire donc si je reviens aux annonces de Carlos Tavares, est-ce que ces plateformes qui sont, on imagine, des sites internet, vous allez construire ces projets avec le réseau, ou est-ce que vous avez votre stratégie et qui consistera à définir des standards, des outils et ils s'y plieront? Comment ça va fonctionner? De toute façon, on a toujours un bon dialogue avec le réseau. On n'est pas d'accord sur tout, mais ça c'est la vie normale. Mais on se parle des sujets. Donc on se parlera des sujets VO comme on se parle d'autres sujets. Donc là-dessus, il n'y aura pas de différence. C'est un peu court comme réponse. On a des concessionnaires Peugeot dans la salle et ils vous poseront des questions. Je les ai vus, oui. Donc,
Bon, je reste un peu sur ce sujet, mais votre légitimité par rapport aux clients, pour organiser le VO, c'est quoi? C'est sécuriser, c'est mettre des standards, quelle sera votre valeur ajoutée dans cette stratégie? On a déjà une valeur ajoutée. Aujourd'hui, le fait qu'on ait un label, que ça nous permette de vendre 170 000 véhicules occasion du Lion en France, est un point important. On est en croissance. Toute l'Europe est sur le même modèle, oui. Et la France est bien meilleure. C'est ça que vous avez dit sur le VO? Oui, enfin tous les outils dont on a voulu se doter, les forces de frappe, on a tout ouvert en France. Donc c'est le pays en Europe sur lequel on est le plus outillé. C'est en général vrai, c'est vrai aussi sur le VO. Et donc effectivement, c'est important et on voit que c'est encore une valeur puisque notre croissance de nos ventes occasion du Lion est continue. Et donc on voit bien que ça continue à toucher son public parce qu'on a bien structuré notre offre, parce qu'on a les véhicules entre 3 et 10 ans, on a les moins de 6 ans, on est capable d'amener derrière, encore une fois, de plus en plus de services. Donc ça reste un point fondamental que nous soyons toujours capables, nous Peugeot, d'amener notre label VO et de l'exploiter au sein de nos réseaux. Donc au-delà de 6 ans, c'est ça l'objectif maintenant, c'est d'aller travailler cette partie du marché. Si je prends la France, qui fait 60% des transactions, qui prend un point par an, c'est là que vous allez mettre l'accent? Oui, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, sur les VO récents, les moins d'un an, on est très performant. On a vraiment des parts de marché qui sont supérieures à notre part de marché moyenne sur le VO. Sur notre label Primo qui va à 3 à 10 ans, là, je pense qu'il y a encore des capacités d'améliorer en générant plus, d'où les outils dont je vous ai parlé précédemment. Et puis, encore une fois, cet intérêt, cette ouverture de nos concessionnaires pour accepter de regarder, de reprendre un véhicule qui leur paraît peut-être plus âgé que ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais pour autant sur lequel ils seront capables de faire des marges à la revente. Alors, c'est par contre un segment de marché sur lequel la légitimité de la marque constructeur est faible. En plus, c'est du multimarque. Donc, ça nécessite de recréer une marque. Est-ce que ça fait partie des projets aussi de... Non, aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est à l'intérieur de nos labels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement nos lignes de produits dans nos labels qui nous permettent de développer ça. Après, est-ce qu'il faut... Vous parlez beaucoup de légitimité, je trouve ça intéressant. Si vous voulez, les clients, ils s'en foutent de la légitimité. Ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils ont une offre qui les intéresse ou pas. Donc, si nous, on est bon de notre capacité à pousser des offres, si à un moment donné, le client, comme je vous le disais tout à l'heure, il trouve de la pertinence à s'adresser à Peugeot, ou alors, s'il veut passer par ailleurs, c'est son choix. Donc, à nous d'être bons de notre capacité à faire venir le client. La question de légitimité, ça n'a pas beaucoup de pertinence pour moi. Non, mais celle de la marque en a. Par exemple, on voit bien que les distributeurs qui sont bons sur ce sujet, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont tous créé une marque. Donc, est-ce que l'idée derrière votre entrée plus massivement sur le marché du VO, c'est de créer une marque qui serait généralisée à l'ensemble de vos concessionnaires, mais qui serait une autre marque VO? Tout est possible. On ne s'interdit rien sur ce sujet. Ça veut dire que vous êtes très en amont sur la réflexion et ça veut dire que fin 2016, ce n'est pas un calendrier qui sera tenu? Non, ça veut dire qu'on a plein d'initiatives possibles. Ça ne veut pas dire que le plan Push to Pass qui va s'étendre sur 6 ans sera terminé à la fin de l'année. J'ai bien compris, mais il a quand même dit opérationnel fin 2016, le chef. On aura pas mal de choses qui seront opérationnelles cette année, tout à fait. Et donc, qu'on verra nous à partir de quand? Puisque là, je vous ai demandé que pouvez nous dire de ce projet. Vous ne m'avez pas dit rien, mais c'est ça. C'est rien. C'est tout ce que je vous ai déjà dit. J'ai promis de ne pas vous cuisiner, je ne vais pas le faire. Si, on peut durer encore 1 heure là-dessus, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Allez-y, Florence. Non, mais juste, donc, 2016, on verra des choses... quand même dans le deuxième... En 2016, vous voyez déjà des choses. On ne cesse de multiplier et d'avancer sur nos offres. Et rassurez-vous, on vous invitera dès qu'on aura des choses à dire. Mais j'y compte bien. Donc, on va passer à
un autre angle. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, je dirais, en dehors du cœur du business de PSA, hein, depuis l'arrivée de Carlos Tavares, notamment sur les pièces. Il a quand même beaucoup intensifié. Je profite de toutes les opportunités de croissance. Je suis constructeur, mais pas que. J'ai des clients, en fait, en gros, si j'ai bien compris la logique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les interactions entre cette stratégie pièce et cette stratégie VO? Est-ce que le VO, c'est pour vendre plus de pièces, plus de contrats d'entretien? Oui, vous avez raison de le souligner. C'est un cercle, hein, vous l'avez dit. Hein, le VO, c'est au milieu de tout. Hein, donc, tout est lié avec tout. Et effectivement, quand on parle de VO, c'est aussi des capacités de vendre et des financements et des contrats d'extension de garantie, des contrats de maintenance. Donc, effectivement, à aucun moment de l'histoire, il faut louper d'opportunités d'amener plus de services et donc de créer plus de valeur. C'est vraiment de changer d'une vision où on pouvait se dire PSA, ça vend 3 millions de voitures par an, à en fait, PSA, ça fait 15 millions d'interactions avec ses clients par an. Et interaction vous savez VO, en tout VN. Combien vous avez eu de clients sur les 10 dernières années, par exemple? Non, si ça, on j'ai prend pas le 15 chiffre à millions l'esprit. sur une année, ça en fait... Ouais, 15 millions d'interactions, et encore une fois, c'est de la pièce, c'est du VO, c'est du VN, c'est du service. Donc vous voyez, sur une année, on fait 15 millions. Donc c'est un peu plus important que les 3. Et donc passer d'un monde où on dit je veux vendre 3, et puis 4, et puis 5, à comment j'exploite le mieux les 15, on change complètement la donne. Et effectivement, encore une fois, l'exemple des pièces de rechange était intéressant. Concurrence externe, important, développement, vente sur Internet. Bon, soit on reste assis, on regarde le train passer et puis on se lamente tous les ans en disant bah oui, mais nos volumes baissent, nos marges baissent parce que soit on prend son destin en main, on devient acteur, c'est ce qu'on a voulu faire, raison pour laquelle on a été effectivement en action rapide. Ça a créé des discussions avec le réseau, vous le savez bien, mais je pense qu'à un moment donné, le réseau a bien compris que c'était pas un sujet, le réseau contre nous. Hein. On n'est pas. Enfin, il y a beaucoup d'autres acteurs dans le monde avec lesquels. Vous êtes un petit peu devenu concurrent quand même. Enfin, disons que la concurrence se mélange aujourd'hui. Hein. Chacun fait le métier de l'autre. On voit bien partout. Hein. Donc, c'est aussi un peu le cas entre le constructeur et son réseau qui. Oui, mais sur la part qu'on représente, il y a beaucoup. Si ça fait de la croissance, tout le monde sera content. Si ça n'en fait pas, il y a beaucoup plus de concurrence à l'extérieur que la concurrence qu'on a en interne. On a nos relations avec notre réseau, elles sont historiques. On a toujours, encore une fois, des points de discussion, beaucoup d'accords, des points de désaccord. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est sur le fait qu'il y avait beaucoup de business à faire à l'extérieur et qu'il fallait qu'on se structure. Et c'est pas en refaisant toujours les mêmes recettes qui inexorablement nous ramenaient, encore une fois, à la baisse de nos activités qu'on allait s'en sortir. On est en train de faire un rebond en matière d'activité pièces de rechange après-vente, après des années de baisse. C'est déjà les signes tangibles qu'on a bien fait de s'en occuper. C'est grâce à cette diversification que... En particulier, tout à fait. Pour finir sur cette diversification, on a vu ça à la fin des années 90. Hein. Ford avait la Consumer Company, ils avaient racheté Quick qui était propriétaire de Speedy, Fiat a eu Midas. Tout ça, ça s'est détricoté par la suite. Est-ce que ce n'est pas des idées qui sont portées par quelqu'un et puis quand finalement il n'est plus là pour les appuyer, ça disparaît parce que ça ne vit pas tout seul? Je ne suis pas en train de dire que Carlos Tavares va partir. Hein, mais... Ah bon, vous avez l'information à me donner. La multiplication des acteurs, et encore une fois, et le développement du digital, à mon avis, change la donne de manière vraiment irrémédiable. C'est pas uniquement une nouvelle enseigne qui se lance, qui va devoir se développer, développer des franchises, et on va regarder à la fin si elle a réussi à prendre des parts de marché ou pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'accélération du rythme imposé par le digital changera la donne de manière définitive. Et donc, j'ai pas l'impression que c'est des questions de mode ou des choses où on se dira dans 6 mois, ah ben non, il faut revenir en arrière. Il faut vraiment prendre acte de cette évolution et suivre le rythme. Parce qu'encore une fois, si on la regarde, on va la voir passer, elle va passer vite. Alors, on a vu que la pièce, ça s'était traduit, la nouvelle stratégie, par une sélection au sein du réseau de certains qui feraient un business que d'autres ne feraient plus. Dans le VO, est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Ou au contraire, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est vraiment embarquer l'ensemble du réseau pour les faire rejoindre le haut
qui maîtrisent bien cette activité. C'est plus ça l'idée. C'est ça qu'on fait à longueur de journée, effectivement. C'est développer. C'est parce qu'on aura plus de ventes de labels dans nos points de vente qu'au passage, on aura plus de capacité à nous vendre de véhicules à notre réseau. En développant les reprises cash, c'est évidemment des flux supplémentaires qui auront lieu dans nos points de vente. Nous, on veut augmenter massivement l'ensemble de notre activité VO via notre réseau. C'est notre priorité numéro 1. Alors, on a vu que la pièce avait été développée aussi en passant par des acquisitions. Est-ce que sur le VO, on peut s'attendre à ça En tout cas, c'est sûr qu'on ne se l'interdit pas. On l'a fait dans la mobilité avec un certain nombre de participations. On l'a fait avec Mister Auto. Ça fait vraiment partie des manières de progresser. Il y a des choses qu'on est capable de faire en interne. Il y a des choses où il faut être capable de se dire j'ai pas les compétences, j'ai pas la rapidité, et donc aller prendre des entreprises qui sont en développement est une bonne alternative. Donc là-dessus, on est extrêmement ouvert. Et par exemple, là, vous avez repris 2 entreprises qui font de l'autopartage. Est-ce que l'autopartage et les réseaux, ça peut cohabiter? Est-ce qu'on peut mettre le stock VO des réseaux en autopartage avec... Est-ce que derrière, c'est toutes ces interactions que vous voulez travailler? Oui, exactement. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, un des investissements qu'on a fait, on a pris une participation dans Coolicar, qui fait effectivement aujourd'hui du car sharing de particulier à particulier. Vous pouvez très bien imaginer demain qu'on regarde avec le réseau comment les flottes qu'on a dans Peugeot Rent et XEMU sont mises à disposition sur la plateforme, ce qui permettra d'augmenter fortement leur utilisation. Donc aujourd'hui, vous savez bien que ce genre de plateforme marche bien jusqu'au moment où arrivent les vacances, parce que le nombre de véhicules à disposition chute brutalement. À l'inverse, nos points de vente pendant les vacances, c'est pas là où leur Peugeot Rennes tourne le plus. Donc on voit très bien qu'il y a des possibilités de faire des jonctions de business model pour, encore une fois, améliorer l'activité pour tout le monde. Donc des opportunités, il y en a énormément. Donc j'avais une question avant qu'on laisse la parole à la salle. Est-ce que vous êtes légitime? Vous avez dit oui, c'est pas un sujet. Est-ce que vous avez les compétences en interne pour mener tous ces projets? Vous dites que vous les trouverez si vous les avez pas? Oui, on peut les trouver si on les a pas. On a des très bonnes compétences dans la matière du VO, mais encore une fois, parfois on a des entreprises qui réussissent à trouver la bonne recette en matière de solutions digitales avec la bonne expérience client, qu'il nous faudrait certainement quelques temps pour redévelopper. Or, le temps, on l'a pas toujours. Donc, encore une fois, c'est une approche souple. Elle est ni on fait tout en interne, ni on sait rien faire, il faut tout acheter. Elle est opportuniste et à chaque fois on regarde entre nous pour être capable d'avoir le bon vitesse de développement. Est-ce qu'honnêtement on est capable de le faire tout seul? Oui, non. Est-ce qu'il y a des bons acteurs à l'extérieur? Et en permanence on fait cette évaluation de la situation. Et le fait que le marché aujourd'hui du VO commence quand même à être occupé par beaucoup d'acteurs nouveaux, notamment grâce à Internet, il y a quand même eu beaucoup d'offres et en plus des outils qui ont simplifié le C2C, ce qui est quand même paradoxal, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des avantages du réseau, il disparaît un peu. Ça veut dire que c'est urgent de s'en occuper mieux, et c'est ça que vous voulez faire accélérer. Exactement. Parce que après, ça sera trop tard. C'est bien regarder ce qui se passe à l'extérieur, penser client, regarder l'expérience de nos clients et se rendre compte si demain on est capable de mieux y répondre parce qu'on se structurera mieux, parce qu'on s'organisera mieux, parce qu'on amènera des meilleurs moyens de proposer notre offre à nos clients. C'est ça l'idée. Le sujet, de plus en plus, c'est la facilité de l'expérience du client qui maintenant a accès à toute l'information et est sollicité toutes parts par de plus en plus d'acteurs. On a en permanence, au-delà des questions de légitimité qui vous sont chères, on a des avantages dans notre logistique, on a notre réseau qui est un point fort, on a un certain nombre de leviers sur lesquels on est capable de jouer. Donc en prenant nos atouts et en étant assez innovant et en regardant les bonnes idées qu'il y a sur le marché, on doit être capable de trouver des alchimies très très performantes. Merci. Merci alors, Florence. Je pense que vous n'avez peut-être pas eu les réponses à toutes vos questions. Qui se lance? Bernard, il va se lancer. Il est désigné d'office.
Oui, donc Bernard Julien. Je m'interrogeais un peu comme Florence sur cette question de la capacité d'un constructeur à reprendre pied auprès de clientèles qui se sont éloignées de lui depuis très longtemps, voire qu'il n'a jamais vu. J'en conçois bien la nécessité. Par contre, effectivement, à la lumière de l'expérience, des expériences passées en réparation rapide, etc., on sent bien qu'il y a entre votre connaissance de ces vieux riches qui achètent des voitures neuves et puis ce que peuvent être les jeunes, surtout quand ils sont contraints, le type de véhicule dont ils s'équipent, le type d'après-vente qu'ils appliquent à leur parc, il y a un gap, quoi, hein, d'évidence. Avant que vous n'en preniez conscience, il y a un certain nombre de groupes de districts qui l'avaient perçu, peut-être à travers leurs agents, peut-être par eux-mêmes, et ils se sont mis à développer, Florence le disait, des labels ou des offres. Et quand moi je regarde ça, je m'aperçois qu'ils n'appliquent pas les process de leur marque en matière de remise en état, qui sont plus multimarques, et qu'au fond, c'est leur territoire à eux. Un peu comme en matière de pièces, hein, ils ont plutôt été en avance sur vous pour aller se confronter à cette terra incognita pour vous. Hein, et je me demande si il n'y a pas une certaine présomption, hein, pour être un peu provocateur dans la démarche de PSA, à vouloir apprendre aux gens à faire ce qu'ils font déjà, ou à vouloir apprendre au marché parce que vous faites cette découverte-là, des choses que beaucoup font déjà, quoi. Et puis derrière cela, il y a quand même la question du particulier à particulier en matière de VO, qui est une vraie concurrence, si vous voulez. Hein. Je pense que autant que d'aller regarder ce que fait Aramis, etc., il y a la question de savoir ce qu'est la qualité de l'expérience des clients quand ils traitent de particulier à particulier, qu'est-ce qu'ils y trouvent comme avantage, et c'est d'abord à cela que tout le monde se confronte, au fond. Hein, c'est le fait que les gens, ils y trouvent leur compte à se débrouiller entre eux parce qu'ils ont une grande méfiance par rapport aux opérateurs économiques, si vous voulez, Tout à fait. quels qu'ils soient. Mais encore une fois, j'aime beaucoup votre question parce que, en fait, si vous voulez, nous, on fait quelque chose d'assez simple. On fait un truc qui s'appelle du business. Donc, on commence pas à se poser la question de savoir si historiquement la légitimité du fait que d'autres commencent avant, nous on commence après. Est-ce qu'en tant que constructeur, on devrait moralement se Nous, on fait du business. Donc aujourd'hui, effectivement, on a toute l'humilité d'être capable de dire qu'on n'a pas tout inventé. Ok ? Il y a certainement plein d'acteurs qui ont vu des choses avant nous, c'est sûr, parce que c'est aussi lié aux grands groupes qui ont souvent moins de pertinence et de capacité à bien voir. Ça ne nous empêche pas de nous mettre en route. Ça ne nous empêche pas, en parallèle de notre réseau et de nos ateliers, on va pouvoir réparer les Peugeot, d'être capable de développer au niveau du groupe Eurorépar, qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de points de vente dans lesquels, effectivement, on ne va pas du tout s'adresser aux mêmes clientèles. Et on fait ça de concert avec nos points de vente. Quand on est en train de créer des plateformes de pièces de rechange, on a parfois des mètres de carrés qui se libèrent dans des concessions Peugeot, dans lesquelles on ouvre un Eurorépar Car Service qui nous permettent de drainer des clients supplémentaires qui ne venaient plus chez nous. Donc tout ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je ne regarde pas dans l'histoire pour savoir si on a la légitimité, si on aurait dû, est-ce qu'on aurait pu. Quand il y a des opportunités, on les fait. Et on les fait aussi avec notre réseau. Donc ça, c'est un bon exemple. Non, en matière de business, on fait ce qu'on appelle du benchmark, souvent. Hein, et dans ces cas-là, on va chercher les bonnes pratiques là où elles sont développées, c'est-à-dire très loin de chez vous. Donc vous le dites quand vous faites des acquisitions. Et donc moi, à entendre un certain nombre d'opérateurs du réseau, j'entends cette espèce de méfiance par rapport aux têtes d'œuvre de la grande armée qui vont imaginer des trucs qu'ils ont déjà fabriqués et qui vont inventer des process qui risquent d'approfondir le peu de territoire de légitimité ou d'innovation que le réseau a encore, si vous voulez, d'une certaine manière. Oui, tout à fait, mais raison pour laquelle on fait surtout en sorte que ce ne soient pas les mêmes têtes d'œuf que celles qui ont fait les autres éléments, et donc d'avoir des équipes dédiées là-dessus, beaucoup plus orientées terrain, des gens qui ont de la connaissance et de l'expérience réseau, puisqu'encore une fois, on n'a pas l'arrogance de dire qu'on sait tout et que toutes les solutions, elles se prennent à la grande armée. Ça fait très longtemps qu'on a dépassé ce stade-là, mais je vois qu'il y a encore un peu de temps pour que ça soit perçu à l'extérieur. Vécu, oui.
Bonjour, David Descottes, Ismocars. J'avais une question, enfin, on va dire deux questions. On parlait du client tout à l'heure. Donc, c'est avant tout offrir quelque chose qui est intéressant pour le client. Ma question, c'était sur une plateforme VO demain. Est-ce que vous la voyez, du coup, multi-territoire, comme on peut le voir sur le marché du VO? C'est-à-dire, est-ce que vous ouvririez la plateforme sur l'ensemble de l'Europe, par exemple? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième, on voit bien aujourd'hui les groupes importants qui ont des entités sous des marques blanches VO sont multimarques. Donc, est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt demain aussi à ouvrir via vos filiales une distribution multimarque? Honnêtement, c'est les bonnes questions. Et ça fait partie, c'est exactement ce type de questions qu'on se pose et le sujet qu'on sera amené à traiter. Tout existe en la matière. On a vu des réussites des deux côtés, donc il faut qu'on se fasse nous-mêmes notre propre stratégie. Encore une fois, aujourd'hui, on ne l'a pas arrêté, donc je ne vais pas vous donner de grands scoops au grand désespoir de Florence. Il faut qu'on se revoie. À disposition, pas de problème. Retenez le fait que en matière de distribution VO, moi, ce qui m'a assez frappé, c'est de voir que sur ces sites qui se sont créés, effectivement, la fluidité était la priorité et le gage de succès. Donc, dans tous les cas de figure, il faut qu'on fasse attention à faire des choses en pensant client, en les travaillant avec notre réseau. Encore une fois, on l'aime et on tient à ce qu'on fasse les choses en intelligence, mais en ne perdant pas de vue qu'à la fin, on a un client et qu'il faut que son expérience soit la plus efficace possible. On a eu des discussions intéressantes avec notre réseau quand on a mis en place nos sites e-dealer pour savoir si quand le client rentrait sur le site, il commençait par choisir la voiture qu'il voulait acheter ou par sélectionner le garage. Et donc, effectivement, ça a amené des longues discussions. Bon. Il se trouve qu'elles n'ont pas amené les mêmes résultats dans tous les pays. Certains pays se sont arc-boutés au fait qu'il fallait d'abord choisir le point de vente. Et d'autres pays ont dit, non, il faut d'abord demander au client ce qu'il a envie d'acheter comme type de véhicule. Et au final, de lui proposer un type de véhicule qui sont disponibles et de lui dire où est-ce qu'ils sont. Inutile de vous préciser que, bien sûr, les sites dans lesquels on laissait le client rentrer par le produit qui l'intéresse ont eu beaucoup plus et des nettement meilleurs résultats que les pays dans lesquels il avait été choisi d'abord le point de vente. Donc, il faut qu'on ait une discussion mature sur ce type de sujet et on les a avec notre réseau pour bien être capable, encore une fois, de ne pas perdre de vue que c'est l'expérience du client qui fera la différence plutôt que de savoir dans nos discussions internes si on est équilibré, pas assez équilibré. Et ça, encore une fois, on a ces discussions et on voit le monde bouger à la même vitesse. Donc ça nous aide dans nos réflexions. Bonjour, Monsieur Delgado de la société Gallo. Une petite question simple sur. On voit beaucoup parler d'autopartage en ce moment. Vous avez vous-même fait des acquisitions, vous l'avez dit tout à l'heure, Coolica. On a vu encore jeudi passé une annonce de Traveler Car. Donc on sent peut-être une certaine modernisation et une certaine changement, on va dire, peut-être de point de vue sur le véhicule d'occasion. Notamment on voit beaucoup de spots télé sur la vente de véhicules et de moins en moins on voit apparaître des prix nets de véhicules, mais on voit des prix de location, des loyers. Est-ce que la stratégie VO du groupe PSA et Peugeot en particulier que vous représentez n'est pas tournée plutôt vers la vente on va dire, enfin d'une fonctionnalité plutôt que de la vente de VN par exemple? Est-ce que ce ne sera pas plutôt la vente d'un type de loyer? Si, c'est ça l'idée. C'est encore une fois, l'idée à la fin de l'histoire, c'est d'être vraiment un fournisseur de solutions de mobilité. Et pour ce faire, on commence à segmenter entre les clients qui veulent acheter un véhicule, est-ce qu'on peut leur louer, les clients qui veulent simplement l'utiliser. On commence à rentrer sur tous les business models, notre traditionnel et puis tous les nouveaux, raison pour laquelle on investit sur des nouveaux. Mais il est clair que le mouvement qu'on a fait sur le VN avec de plus en plus d'offres de financement et l'accès que ça permet à l'automobile d'un certain nombre de clients, ça marche aussi sur le VO, raison pour laquelle on a lancé des produits sur notre ligne premium qui permettent maintenant d'avoir des LOA et des LLD. Et en plus, comme je vous le disais, avec l'intérêt de réinjecter des véhicules un peu plus âgés encore
dès leur retour buyback dans notre ligne de produits Primo. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui vont se généraliser. Et ce qui est assez passionnant, c'est la créativité qu'il y a autour de tout ça. Parce que demain, vous allez être capable, en mêlant notre capacité d'offrir des outils de financement avec un fournisseur de mobilité, de car sharing particulier type Coolicar, demain, on va être capable de vendre un véhicule à un client à des prix vraiment très bas en matière de loyer, à condition qu'il accepte d'en laisser l'utilisation sur des plages horaires. Et donc, quand on mêle l'ensemble des outils, on va être capable demain d'avoir vraiment des offres qui vont augmenter l'accession à l'automobile de clients qui aujourd'hui n'y arrivent pas, ou même en VO, ça leur paraît cher, ou alors ils n'ont pas envie de passer par le VO. Et demain, on va être capable, d'une manière générale, et puis dans 6 mois, on fera la même chose côté VO, on sera capable de faire du peer-to-peer, et puis de faire rentrer des véhicules dans le système via du VO. On voit bien qu'on va être capable d'être de plus en plus précis dans « moi, je m'appelle Monsieur Picard, j'ai un problème d'accès à l'automobile, voilà mon besoin ». On va être capable d'être de plus en plus précis en mêlant tous ces modèles dans les réponses qu'on va leur apporter. Et oui, le financement, ça va être un des acteurs, un des outils majeurs qu'on va pouvoir utiliser, VN et VO et mobilité. Oui, bonjour Monsieur Picard, Yves Rioux, FEDA, distribution indépendante. Je vois avec plaisir que vous vous lancez dans des activités assez tous azimuts, et notamment en multimarque. Donc vous allez, et votre réseau va se retrouver confronté aux mêmes difficultés que les acteurs multimarques. Est-ce que l'on peut imaginer un front commun, FEDA, Peugeot, vis-à-vis de l'information technique, par exemple, les reprogrammations et toutes les difficultés qu'on rencontre? Voilà. Nous, par essence, on est ouvert. J'aimerais vraiment que vous reteniez une chose aujourd'hui, c'est que chez Peugeot, chez PSA, on n'a pas une vision du monde où on considère qu'on sait tout sur tout et qu'on va imposer tout à tout le monde. De même que nous n'allons pas ranger tous nos clients sous la même bannière de « il faut aimer Peugeot pour avoir le droit de la mobilité ». Donc on est bien conscient, et là-dessus j'aimerais vraiment que vous l'ayez bien à l'esprit, on est bien conscient que demain on ne va pas reconvaincre tous les clients qu'il faut rentrer par un constructeur. On a des clients qui sont perdus pour une approche « je veux rentrer chez Peugeot absolument ». D'où la nécessité que l'on a d'être plus large dans notre capacité d'ouverture, et sur la même proposition du même produit, encore une fois, avoir pu rassurer celui qui voulait vraiment le lion et le bleu autour, et celui qui, au contraire, est méfiant envers les marques et préférerait rentrer dans une capacité plus neutre, plus marque blanche. Donc, on sait que ça existe, et encore une fois, on n'a pas l'arrogance de dire qu'on va ramener tout le monde sous notre bannière, mais il y a du business à ramasser, et soyons en sorte d'être présents de manière assez large. Donc, aujourd'hui, on est ouvert à beaucoup de différents business models, à beaucoup de partenariats, parce qu'on a cette conviction qu'il y a plusieurs moyens de s'y prendre et qu'il y a des acteurs performants et qu'on est capable à plusieurs de trouver les meilleures solutions. Bonjour Monsieur Picard, Laurent Jacquinet, MSX. Il y a quelques années, la marque Peugeot avait lancé l'idée flexibilité et mobilité avec New by Peugeot. On voit qu'avec le plan Push to Pass, le pilier donc de la mobilité est un élément très important. Est-ce que vous allez remodeler justement ce concept qui permettait d'offrir à la fois différents produits et puis une mobilité aux utilisateurs? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par MU? Déjà, MU, on l'a lancé et ensuite, on a travaillé le produit. Qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a un peu réglé le business model parce que entre le lancement de MU un peu hardi et la réalité de l'exploitation de nos points de vente tous les jours, il y avait un petit écart. Donc on a bien réussi à retrouver les business models dans lesquels la bonne utilisation des véhicules de remplacement étendue à une capacité d'offre de location de courte durée de ces véhicules permettait de bien faire tourner le business model vu de notre point de vente. Ça nous a pris un peu de temps de leur donner les bons outils. En parallèle de ça, on a aussi fait un certain nombre de constats qui sont que sur les véhicules, ça marchait bien, sur les cycles et les scooters, moins bien. Donc effectivement, troisième constat qu'on a fait, c'est que le mot MU n'était pas très bien connu et qu'il allait falloir qu'on y mette énormément d'énergie
pour le faire vraiment comprendre dans la tête des gens comme étant la ligne de mobilité, de passeport de mobilité de la marque Peugeot. Donc fort de toutes ces expériences-là, on a ramené MU dans la bannière Peugeot Rent, on l'a concentré sur les véhicules et ça reste aujourd'hui un outil qu'on a à notre arsenal qui est, encore une fois, avec ses avantages et ses inconvénients. Un de ses inconvénients, c'est que souvent, ces véhicules sont disponibles dans nos points de vente. Nos points de vente sont souvent dans des cités automobiles en périurbain. Et donc, le réflexe du client sur sa solution de mobilité, aujourd'hui, elle est parfois un peu différente. Donc, c'est quelque chose qui va marcher, mais pas tout seul. Ça va marcher. Je citais l'exemple de Coolycar tout à l'heure. Si ça vient compléter d'autres dispositifs d'offre de mobilité, donc ça ne peut pas être l'offre de mobilité unique. C'est une très bonne offre de mobilité. Elle sera encore meilleure si on la met dans un réseau d'autres solutions de mobilité pour qu'à la fin, notre client, la seule question qu'il ait à nous poser, c'est je veux aller du point A au point B, qu'est-ce que vous me proposez? Et que nous, on s'arrange entre le Peugeot Rent et XMU, entre d'autres solutions de mobilité qu'on aura à disposition, d'être capable de répondre à l'essentiel des cas de figure de ces attentes. D'autres questions? Deux petites questions. Première sur le métier de VO. Vous avez une stratégie dans les pays vraiment très stricte où vous laissez moins de marge de manœuvre pour les pays dans le métier VO? Parce que j'ai l'expérience quand même, pas seulement depuis 2 ans, je suis extérieur et je vois des autres constructeurs, mais les Japonais et les Coréens laissent plus de flexibilité dans les pays. Qu'est-ce que c'est vos raisons pour faire cette stratégie et qu'est-ce que sont les avantages aujourd'hui? Et deuxième question, semaine dernière, il y a aussi dans le monde finance une nouvelle banque qui est faite acheter par un constructeur. Est-ce que ça va accélérer votre stratégie avec Santander? Ça veut dire plus vite la coopération ou ça ne change rien pour vous? Bon, sur le réglage entre le central et les pays, c'est un sujet éternel, c'est une question de balancier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir de la flexibilité locale, mais à l'inverse, nos métiers deviennent de plus en plus compliqués. Le fait d'avoir une gestion de plan de flotte irréprochable, c'est un sujet important. Et force est de constater qu'on a vu un certain nombre de nos pays se mettre à la faute, pas gravement, mais sur des sujets, sur un véhicule, sur un stock, sur des politiques commerciales. Et donc, on est en permanence entre lâcher la bride pour que la performance commerciale se fait, mais en même temps, se rendre compte que nos pays ont parfois du mal à faire la bonne montée en puissance et en compétences dont on a besoin dans ce monde qui est plus compliqué. Donc là-dessus, je ne sortirai pas Dirk Marco en disant tout pour le central ou tout pour le local, c'est des équilibres et ça fait partie des éléments qu'on essaye de doser en permanence. Sur la question de la banque, honnêtement, on n'aurait pas pu faire plus vite. On est en train de terminer nos derniers pays et l'Allemagne en fait partie. Mais on aura réussi en 1 an à basculer l'ensemble de nos pays, en commençant par la France et le Royaume-Uni et en terminant par l'Allemagne, à passer l'ensemble de nos pays dans le système que l'on a avec Santander et qui nous permet maintenant de continuer notre activité commerciale avec en matière de financement, avec les compétences que l'on a toujours eues au sein de BPF, avec notre accès à des refinancements aux taux les meilleurs en Europe, puisque Santander a parmi les meilleures les évaluations financières. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a de moins en moins de regrets d'avoir fait cette opération et de l'avoir fait aussi vite. Et ça nous a vraiment permis de nous remettre en selle très rapidement sur ce nerf de la guerre qui est le financement, que ce soit le financement du réseau ou de nos clients. Faire plus vite, honnêtement, on n'aurait pas pu. Eh ben, merci Maxime Picat pour merci votre Florence, merci pour vos questions.